Bonjour à tous, Robert Philémon, je suis interne de neurochirurgie à l'hôpital national d'instruction des armées Percy en région parisienne. Et donc je commence cette conférence par une présentation qui porte sur les traumatisés rachidiens, les militaires français, donc blessés en opération extérieure au cours donc, des dernières missions de l'armée française. Donc d'abord quelques chiffres d'épidémiologie qui nous proviennent de l'armée américaine. Alors globalement, la prévalence donc, du blessé de guerre rachidien est en constante augmentation depuis la première guerre du Golfe, avec 5 à 15% des blessés de guerre qui présentent une lésion rachidienne. La population concernée est essentiellement donc, une population militaire, donc par définition surtout des hommes, une trentaine d'années, issus pour 60% de l'armée de terre, et avec un grade de militaire du rang, donc c'est-à-dire les grades les plus bas dans l'armée, donc première classe, deuxième classe, caporal-chef, donc des soldats de première ligne. Alors ces lésions rachidiennes sont volontiers retrouvées dans des contextes de lésions par blast, explosion, avec 36% donc des blessés rachidiens de l'armée américaine en lien avec une explosion donc d'EEI, donc un engin explosif improvisé. Sont voyez donc ces bombes artisanales que les terroristes placent aux abords des routes et qui explosent au contact des convois de véhicules. 20% tout de même donc des blessés de guerre rachidiens sont en lien avec un accident de la voie publique, et finalement seuls 10% en lien avec des plaies balistiques. Si on parle uniquement en action de combat, donc battle injuries dénommées dans les articles, on a globalement 68% de lésions en lien avec des explosions, contre seulement 30% de lésions balistiques. Hop, tac. Donc la topographie, elle est volontiers, la topographie lésionnelle, elle est volontiers thoracolombaire, centrée sur la charnière. Avec, vous voyez donc le graphique à droite issu de cette étude de Schoenfeld sur les blessés d'Irak, où on a globalement donc des mécanismes donc blunt, donc d'explosion, qui touchent particulièrement donc le rachis lombaire, là où les mécanismes pénétrants, donc les plaies par balle, se répartissent de façon assez équivalente sur l'ensemble des segments rachidiens. Donc cette étude ici concernait donc des patients décédés au combat, donc une étude autopsique sur 6000 patients, donc soldats de l'armée américaine décédés en Irak et en Afghanistan entre 2003 et 2011. Globalement, 40% de ces blessés présentent une lésion rachidienne. Le mécanisme donc, est similaire chez les patients par rapport aux patients vivants, donc surtout des patients blessés donc, lors d'explosions, avec une surreprésentation donc, du rachis cervical et de la charnière crânio-cervicale, vous voyez 64%, et une surreprésentation donc, de lésions médulaires. Donc ces chiffres veulent dire que finalement, une lésion du rachis, a fortiori avec une atteinte médulaire et une lésion du rachis cervical est un surrisque donc, de mortalité au combat. Donc on revient cette fois chez les patients stables, chez les patients vivants. Globalement, les fractures retrouvées chez ces patients, la plupart de ces fractures sont des fractures stables, des processus transverses ou donc en compression de faible niveau, classé à Spine A1, avec un déficit neurologique présent chez 10% des patients blastés et 30% des patients avec plaies balistiques. Alors dans l'armée française, la prise en charge d'un blessé de guerre du rachis fait appel à une chaîne de soutien médical en opération, c'est-à-dire un modèle par lequel le blessé de guerre va être pris en charge. Le modèle anglo-saxon américain privilégie plutôt donc un rapatriement rapide du blessé donc de la zone de contact vers un hôpital de campagne ou directement la métropole, là où le modèle français privilégie une réponse plus graduée, avec donc ici donc un blessé à la zone de contact qui est pris en charge initialement un poste médical, un rôle 1, dans lequel un médecin généraliste formé à l'urgence et un infirmier vont prodiguer les premiers soins. Il va être rapidement transféré vers le rôle 2, donc c'est l'antenne chirurgicale avancée. C'est donc une petite antenne chirurgicale dans laquelle une chirurgie de damage control va pouvoir avoir lieu, en vue donc d'un transfert ensuite vers un rôle 3, donc là qui est comme un trauma center mais sous tente, directement déployé sur le terrain. Et ensuite donc le patient est rapatrié en rôle 4, donc c'est-à-dire un hôpital en France, avec donc tout le plateau technique nécessaire. Et donc dans les derniers conflits asymétriques, la doctrine française permet donc un rapatriement dans les 24 heures d'un blessé de guerre en moyenne. Donc la chirurgie du rachis
en opération extérieure peut avoir lieu dans 2 endroits. Dans le rôle 2, donc l'antenne chirurgicale avancée, donc ici le modèle de l'ARCS qui est l'antenne nouvelle génération. Alors donc il faut cependant donc, que l'ARCS dispose d'un scanner pour faire la chirurgie du rachis, ce qui n'est pas le cas de toutes les antennes déployées. Et la chirurgie du rachis peut également avoir lieu donc, dans un rôle 3, l'hôpital médico-chirurgical qui est l'hôpital de campagne. Le dernier déployé remonte à l'Afghanistan. Donc c'était l'hôpital de Kaboul, fermé définitivement en 2014. Et vous voyez donc à gauche un rôle 3 français et à droite ici un rôle 3 américain. Donc on passe maintenant sur la dernière partie, le cœur de la présentation, donc qui concerne les conflits asymétriques, c'est-à-dire donc les derniers conflits dans lesquels la France a été engagée. Alors un conflit asymétrique, c'est une guerre dans laquelle une force conventionnelle, une armée de l'OTAN par exemple, affronte des forces non conventionnelles, donc des groupes armés terroristes. Et donc, dans ces conflits, évidemment, donc la force conventionnelle a la suprématie militaire et donc peut mettre en place toute sa chaîne d'évacuation de façon, optimale, on va dire. La dernière opération, donc le dernier conflit asymétrique dans lequel la France a été engagée, c'était l'opération Barkhane entre 2013 et 2022. Donc c'est une opération contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Et vous voyez ici sur le graphique les chiffres des nombres de blessés rapatriés donc sur des militaires français rapatriés sur l'hôpital Percy durant cette opération, avec on voit un pic d'activité en 2020. Globalement, donc, ces blessés, donc, je vous rappelle qu'ils sont donc, des blessés français. Ils étaient au nombre donc, de 61 à cette période, 61 militaires français rapatriés, totalisés en tout 92 fractures, dont une trentaine de % associées à des fractures donc, multiples. Et donc, on voit finalement une seule plaie balistique du rachis rapatrié à l'hôpital Percy pendant cette période, surtout donc des fractures lombaires et finalement assez peu de lésions au combat, comme vous voyez sur le graphique. Donc le premier motif de rapatriement donc pour ces lésions rachidiennes, le premier mécanisme, c'était donc les chutes accidentelles, ensuite les accidents de la voie publique, et enfin donc en troisième position les chutes en lien avec les opérations de parachutisme, TAP. Les lésions, comme dans l'armée américaine pour l'opération Barkhane, étaient surtout des fractures stables, Ausspine A0 ou A1, et le déficit neurologique était présent à la prise en charge initiale chez 10% de ces blessés. Concernant donc, le traitement de ces patients lors de l'opération Barkhane, aucune chirurgie de damage control n'a été réalisée en rôle 2 à cette période. Et le traitement définitif consistait pour 40% des patients à un traitement chirurgical, 38% à un traitement orthopédique et 22% à un traitement médical simple. Donc je rappelle qu'il y a beaucoup de fractures des apophyses transverses dans ces patients rapatriés, avec, on peut le voir, donc une surreprésentation du rachis cervical dans les patients opérés, là où le rachis lombaire et thoracique était plutôt pris en charge par un traitement orthopédique. Autre graphique intéressant, c'est finalement le retour à l'emploi de ces militaires qui ont été blessés en opération extérieure. On voit que malgré la nette prédominance donc, des fractures dites bénignes, Ausspine A0 ou A1, seuls 47,5% des patients sont aptes à servir sans restriction, c'est-à-dire peuvent retourner dans leur emploi initial, avec tout de même 18% de patients qui sont inaptes définitivement et sont réformés de l'armée. Donc maintenant, je vous propose ici une étude qui portait sur le conflit en Afghanistan. Donc l'armée française était engagée entre 2001 et 2014. Cette étude donc retraçait l'expérience neurochirurgicale en rôle 3, donc à l'hôpital de campagne de Kaboul entre 2010 et 2013. Donc on peut le voir, l'essentiel des patients pris en charge à cette époque, pour 77%, étaient des civils afghans, donc des victimes collatérales. Et là, la population et on va dire les caractéristiques épidémiologiques changent un petit peu. Donc il y a 42 chirurgies du rachis qui ont été réalisées donc, en damage control entre 2010 et 2013 à Kaboul par donc, l'hôpital de campagne français. 61% concernaient des civils. Et là, on voit donc, des mécanismes lésionnels complètement différents. 47,8% de plaies par balle
contre seulement 30% de lésions de blast. Donc ça, c'est dû au fait que les civils, par définition, n'ont pas de protection individuelle du combattant, n'ont pas de gilet pare-balles, n'ont pas de casque. Et donc, évidemment, ils sont beaucoup plus soumis à des plaies par balles. Avec donc en découle 57% de déficit neurologique initial. Vous voyez ici le graphique de l'ensemble des chirurgies réalisées avec donc 14 patients pris en charge pour des parages de plaies vertébro-médulaires, 14 des fractures lombaires ostéosynthésées et puis ensuite des fractures du rachis thoracique. Donc tout ça est tout de même à mettre en perspective donc dans le cadre d'un conflit de haute intensité, car vous voyez donc sur l'ensemble de l'activité neurochirurgicale, et si on parle uniquement de la chirurgie du rachis, je rappelle il y avait eu 42 chirurgie de damage control réalisée sur le rachis à cette période, mais vous voyez, en dehors des moments de conflit opérationnels, il y a quand même toute une chirurgie de rachis dégénératif qui a été réalisée au profit donc, des populations locales. Vous voyez 93 cures d'hernie discale à cette même période et 56 chirurgies de canaux lombaires étroits en rôle 3 à Kaboul à ce moment-là. Voilà, donc au profit des populations locales. Je vous remercie de votre attention.